Voilà, bon bah écoutez, bug inconnu, on ne sait pas pourquoi, il a fallu que je redémarre la caméra. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Bonjour, bonjour à tous. Il faut redémarrer ta box. Non, c'est pas SFR, on n'est pas chez SFR. On a déjà galéré, c'est mieux. Bon, ravi de vous retrouver, même si évidemment l'essentiel du mug, c'est pas forcément de voir nos têtes, mais c'est surtout de nous entendre. Ravi de vous retrouver en ce mardi 12 octobre. C'est toujours un plaisir de commencer la semaine où presque la commencer, parce qu'on en est quand même en tout début, en votre compagnie. C'est génial macOS. Écoute JPEG, JPEG au kilomètre, j'ai pas souvent non plus, enfin évidemment pour le stream, les Macs c'est pas non plus l'idéal, à part le petit décalage des fois son, enfin vidéo son, mais là c'était quand même un petit peu étrange parce que généralement avant de lancer le live, on voit s'il y a un retour vidéo et donc on voit si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et là, je pense que j'ai pas dû voir bien parce que j'ai démarré sur l'iPad, ce qui m'a peut-être induit en erreur, en effet. Bref, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas très très grave. L'essentiel, c'est qu'on se retrouve. L'essentiel, c'est de voir les chats surtout. Bah écoutez, ils ont décidé de continuer à jouer ce matin. Ils m'ont lâchement abandonné. Voilà, ils vont peut-être vous faire un petit coucou durant l'émission ou pas. Ce sera le suspense. Mais de quoi va-t-on parler aujourd'hui quand même parce qu'on va parler de tech et pas que de chats, parce que ceux qui aiment pas les chats, ils vont finir par être saoulés de cette émission. Donc, ce matin, on va parler un petit peu du fisc. Je pense que c'est un sujet que vous aimez bien ou pas. Mais bon, voilà, on va voir un petit peu les différentes techniques qu'utilise, enfin, pas forcément les différentes techniques, mais la nouvelle technique que le fisc va utiliser pour justement détecter les fraudes quand on n'a pas forcément déclaré certaines constructions, par exemple. Donc, propriétaires de cours de tennis, de piscine et compagnie, faites attention à vous. Et puis on continuera du côté d'Apple et d'Epic Games. Alors évidemment le jugement a été rendu, mais ça ne s'arrête pas là puisque chacune des parties a fait appel et on va voir pourquoi ils ont fait appel, surtout que on pourrait se dire par rapport aux 10 demandes d'Epic Games, il y en a quand même 9 sur 10 qui ont été en faveur d'Apple. Donc pourquoi Apple ferait appel Apple ferait appel, ouais, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, et justement on en parlera ensemble. On continue avec le cloud souverain, ou peut-être pas si souverain que ça, puisque Google et Thales justement s'associent pour un cloud de confiance. Alors on se rappelle hein, évidemment de la sortie du gouvernement quand ils avaient annoncé la collaboration avec Microsoft sur le cloud, où justement ils avaient été pointés du doigt en disant ah attention c'est encore les GAFAM et compagnie, etc. Au lieu de se dire est-ce que c'est les plus performants ou pas sur le marché aujourd'hui, on est resté sur une discussion de souveraineté, ce qui est aussi un enjeu évidemment national. Évidemment, c'est un enjeu important. Mais là, du coup, le gouvernement, voilà, revient un petit peu sur ses propos, tiédit un petit peu ses propos pour plus parler forcément de cloud souverain, mais de cloud de confiance. On reviendra évidemment ensemble dessus. Et puis un petit article que j'ai trouvé assez intéressant de Protocol, voilà, proposé par Protocol, qui nous parle un petit peu de Discord et qui prend un peu la température de Discord. Donc Discord, vous le savez, c'est la plateforme qu'on utilise pour échanger avec la communauté, notamment chez Nowtech. C'est une plateforme largement utilisée par la communauté des gamers également, mais pas que. Hein, c'est une plateforme, un outil qui devient de plus en plus répandu, un peu plus mainstream, un peu qui sort tranquillement un petit peu de l'affaire juste gaming pour pouvoir faciliter la connexion avec des amis, la communauté, avec ses voilà échanger, et qui a qui a eu pas mal de succès finalement durant le confinement, durant voilà 2020-2021. Et donc du coup, on va en parler, ou comme quoi on se pose la question, est-ce qu'on serait prêt à utiliser Discord pour le travail? Et oui, aujourd'hui, quand même, Discord est quand même largement associé avec les centres d'intérêt, les hobbies qu'on peut avoir, avec ses amis, etc., ou même avec ses proches. Mais est-ce que vous seriez prêt à l'utiliser également pour le travail? Et c'est la question que pose cet article de Protocol. Et du coup, ça m'intéressait d'en discuter un petit peu avec vous. Alors évidemment, il y en a qui vont être
Il y a Gundor qui nous dit Slack en PLS. Bah justement, Slack, Teams, ou juste encore pire, tu ne mentionnes même pas Teams de Microsoft, donc il n'existe même pas, c'est encore pire que j'ai envie de dire que Slack. Mais bon, justement, on en parlera ensemble de ce que vous pensez. Et puis on parlera aussi de TikTok, comme je disais hein, dans l'article. TikTok de plus en plus débile, c'est une question, hein, c'est pas une affirmation, mais voilà, encore un énième challenge qui met la santé de certaines personnes en danger. Donc on en parlera, vous me direz si vous avez vu un petit peu ce challenge circuler sur la plateforme, et voilà, donc c'est important d'en parler. Et puis on terminera en termes d'articles tech sur une petite news, une petite brève qui concerne Twitter. Et oui, Twitter maintenant essaye de trouver en tout cas des différentes manières de modérer et d'assainir un petit peu les discussions sur la plateforme et de tranquilliser un peu les utilisateurs. Il va vous permettre désormais comment ils ont présenté ça ? D'enlever les followers discrètement sans qu'ils soient notifiés que vous les avez enlevés et qu'ils ne pourront plus voir vos tweets publics en tout cas sur leur fil. Voilà, donc c'est quitter leur timeline discrètement en tout cas. On va dire ça comme ça. Ça peut sembler étonnant de se dire ça, pourquoi on irait enlever des followers, mais en fait quand on parle justement de discours, d'environnement plutôt positif, etc. sur la plateforme, ça peut être un outil assez intéressant. Voilà. Je crois que j'ai raté des petits commentaires. Premier Sommarion pour moi depuis la rentrée, je peux pas d'habitude me connecter le mardi, ça me manquait. Ah bah écoute JPG, bienvenue à toi et ça fait plaisir que tu puisses nous accompagner au moins ce matin. Voilà, donc salut à tous pour ceux qui arrivent. Le challenge internet abîme la santé mentale. On peut le voir comme ça, le tutoriel ouais, pour TikTok. Voilà en tout cas pour les articles tech de ce matin. Et puis on va pas évidemment échapper à la tradition de la tartine. Je cherchais ma rubrique là, j'étais perdue. On va pas rater donc la tradition de la petite tartine du matin pour bien commencer la journée. On va parler d'une série. C'est pas une fiction, c'est un documentaire, oui, un documentaire, entretien, etc. Oui, on va dire plutôt un documentaire sur des innovations dans la musique. Donc on part pas complètement... c'est pour ça que j'aime bien ce show. On part pas complètement en dehors de la tech, puisqu'en fait on va parler des avancées technologiques en technologie, voilà, des avancées technologiques dans la musique, mais on parle également de musique, mais également c'est une série, un documentaire à regarder. Donc on a un peu tout là. Ce matin, rassemblés dans ce petit show que je voulais absolument vous recommander parce que ça a été un gros coup de cœur me concernant. Je crois qu'aussi Jérôme l'a beaucoup apprécié et c'est le documentaire avec Mark Ronson qui s'appelle Watch the Sound, disponible sur Apple TV, qui va justement en quelques épisodes aborder quelques avancées technologiques qui ont bouleversé un petit peu le paysage de la musique et qui ont donné des nouvelles possibilités de création pour les artistes. Voilà, donc comme ça vous le savez, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin avec nous. Je vous propose de commencer tout de suite avec le Kawa. Je rigole parce qu'en fait, je suis en train de me dire, il me manque mon mug. J'ai oublié de faire l'intro avec mon mug, je l'ai zappé dans la cuisine. Voilà, donc je vais avoir mon assistant qui va arriver pour me le donner. Mais en attendant que mon assistant se pointe, on va pouvoir commencer tranquillement le premier article ce matin et parler du fisc. Et oui, je voulais parler du fisc et de Google. Ah, il y a un bras qui va arriver, peut-être, non, même pas, presque pas. Ah, si, voilà. Et un thé pour la petite dame. Merci, monsieur. Voilà, petite pause. Donc voilà, donc on commence avec donc le fisc et Google qui s'allient ou en tout cas vont travailler ensemble avec
Je suis pas sur le bon article, là, j'ai l'impression. J'ai perdu mes petits, là. Euh, ta, 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 ta. Euh, Oui, voilà, donc c'est Google Maps, exactement, c'est ce que je cherchais, excusez-moi. Donc c'est exactement le service Google Maps. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, les services... Non, je suis pas sur le bon article, hein. Excusez-moi, je suis... Pourquoi je suis plus sur le bon article? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est Google, voilà. Bon, je... Super bizarre. J'ai eu un petit problème avec mon application qui me change les articles en fonction des vues, mais tout va bien. Donc voilà, je reprends, c'est bien le bon article que je reconnais. Donc on va parler évidemment de la direction des finances publiques qui a désormais, qui va désormais faire avoir recours à l'intelligence artificielle pour justement repérer les constructions, comme je vous le disais dans l'introduction, qui n'ont pas été déclarées pour éviter certains impôts, notamment les impôts locaux. Donc là, ici, on parle évidemment de piscines, de garages, de vérandas, de cours de tennis pour certains. Voilà, on peut aller très très loin. Dur ce matin. Ouais, je t'avoue, sur Nut, c'est un peu dur ce matin, hein. Je m'excuse, il faut que je reprenne le rythme, mais c'est un petit peu difficile. Donc voilà, donc on parle un petit peu de toutes ces constructions que normalement vous devez déclarer, hein, quand vous le construisez. Je sais même pas, je pense que pour certains, il y a même des autorisations de construction à avoir. Et évidemment, au fur et à mesure de ces constructions, ça augmente vos impôts locaux, taxes foncières ou taxes d'habitation en fonction. Et donc du coup, c'est quand même un petit peu tentant de ne pas forcément toujours déclarer pour éviter d'augmenter le montant de ces impôts. En tout cas, pour certains, c'est tentant. Et donc, du coup, c'est ce que va tenter le fisc ici, c'est d'essayer de repérer un petit peu les personnes qui ne déclarent pas, voilà, ceux qui ne sont pas en accord justement avec ces déclarations. Et donc, il va tester un petit peu l'utilisation de l'intelligence artificielle dans 9 départements en France, notamment les Alpes-Maritimes, le Morbihan ou la Vendée. Et ça sera une extension pour toute la France l'année prochaine, mais en tout cas dans un premier temps, première étape, ce sera dans 9 départements. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas la liste de tous les départements, mais en tout cas, ce sera dans 9 départements. En tout cas, on a la Direction générale des finances publiques qui va donc recourir à ça. Ils vont comparer tout simplement les photos satellites aux déclarations fiscales. Enfin, tout simplement. Ça me paraît pas si simple que ça, hein, pour être honnête, mais en tout cas, ils vont ils vont comparer les déclarations fiscales des contribuables avec les photos satellites des zones où ils habitent. Donc, ça part du principe et de l'hypothèse qu'ils vont pouvoir très exactement localiser les propriétés, en tout cas, des contribuables. Donc je trouve ça assez intéressant et je pense que ça cible une frange spécifique de la population, évidemment. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire construire une véranda, un garage, une piscine ou un cours de tennis. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, ils vont avoir un système, une intelligence artificielle qui va pouvoir comparer ça. Je trouve ça assez intéressant. Généralement, on va comparer... c'est pas souvent qu'on compare deux sources différentes, c'est-à-dire une source de déclaration ici et des photos de l'autre sens. Et donc, il faut comprendre un petit peu les deux pièces d'information. Je trouve ça assez intéressant. Après, je suis pas une experte du tout en intelligence artificielle, donc vous allez peut-être me dire que c'est très simple. Les impôts le faisaient pas déjà avec les photos aériennes. Alors on en avait déjà un petit peu entendu parler, Gundor, mais écoute, a priori c'est que c'était pas complètement, c'était plutôt en voie d'exploration plutôt qu'en voie de test réel. Et là a priori ça passe vraiment en phase de test réel dans ces 9 premiers départements. Il y a Hélène Sarr, je sais pas si c'est une blague ou pas, mais tu nous dis avant il faisait ça en avion léger mais trop cher. Oui, j'imagine, oui. En avion, c'est quand même très très cher. JPG au kilomètre nous dit ça se fait assez simplement par intersection géographique. D'ailleurs, c'est ton métier, tu nous dis, excellent. En vrai, c'est relativement simple. Le plus compliqué, c'est la volumétrie. Ouais, calculer la taille et l'occupation, ouais. D'accord. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour le détail. Le gouvernement ne pouvait pas employer des pilotes de drones. Bah, du coup, c'est plus cher, Electribe 45. En fait, c'est plus cher d'employer des pilotes de drones. Il y a de l'humain là-dedans. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut les booker à un certain moment pour faire ces opérations. Alors qu'en fait, comparé avec des photos satellites, c'est quand même beaucoup plus simple. En tout cas, il y a moins d'humains qui rentrent en jeu.
Technisavoir nous dit ma maison est décalée de 100 mètres sur le cadastre, il va falloir bien tester la solution. Mais j'espère que t'as pas un voisin qui a construit un court de tennis. Euh, Sinon, il va peut-être croire que c'est chez toi. Waouh, JPEG, tu rentres dans les termes techniques, c'est de la géomatique et c'est une intersection spatiale. Très bien, très bien, très bien. Voilà, donc en tout cas, pas plus d'infos hein, sur le sujet, évidemment, on vous tiendra au courant s'il y a des avancées ou en tout cas des résultats, des choses qu'on peut mesurer par rapport à l'efficacité ou non de cette solution. Ce sera intéressant peut-être dans un an de se poser la question, bah voilà, est-ce qu'ils ont pu identifier par rapport à d'autres techniques qu'ils utilisaient les années précédentes, est-ce qu'ils ont pu identifier plus facilement, plus efficacement ou plus de contribuables qui enfreignaient les règles, à voir, mais en tout cas, c'est intéressant le recours à la technologie ici. On continue juste pour prendre des petites nouvelles d'Apple et d'Epic Games dans leur petite bataille de monopole. Donc petit rappel hein, de la querelle entre Epic Games et Apple évidemment. Epic Games avait attaqué Apple en disant tout simplement qu'ils exerçaient un monopole sur le marché de la distribution d'applications, ce qui n'est pas voilà, enfin, on peut avoir son propre avis là-dessus, mais bon, on en a déjà parlé. Et donc, il les avait attaqués avec cet argument. Ils avaient notamment établi 10 demandes au total sur lesquelles ils voulaient que Apple plie. Le tribunal avait tranché largement quand même en faveur d'Apple à l'époque, puisqu'en fait sur les 10 demandes d'Epic Games, finalement il y en avait 9 qui avaient tourné en faveur d'Apple, il n'y en avait qu'une seule que le tribunal avait gardée, c'était l'ouverture de l'App Store à des moyens de paiement alternatifs. Ce qui évidemment est quand même une jolie victoire quand même du côté d'Epic Games, un joli fail du côté d'Apple, puisqu'ils le voulaient vraiment, vraiment pas, et ils continuent évidemment à ne vraiment, vraiment pas le vouloir, puisque tout simplement, si ils continuent, ils ne faisaient pas ils ne faisaient pas Apple, eh ben, ils pourraient accueillir des nouveaux moyens de paiement sur l'App Store, des nouveaux moyens de paiement alternatifs, dès le mois de décembre 2021, ce qui arrive à grands pas. Voilà, autant vous dire que c'est dans... On est quoi en octobre, dans même pas 2 mois, enfin même pas 2 mois quoi, puisqu'on est presque mi-octobre déjà. Et oui, hein, donc pour ceux qui se disaient Noël c'est loin, attention, hein, commencez à planifier vos cadeaux de Noël là, parce que ça arrive très très vite. Et donc du coup, donc évidemment Apple n'est pas content et il soulève ici l'enjeu de la sécurité des utilisateurs, argument qu'ils brandissent assez souvent, hein, mine de rien, pour protéger leur position. Alors évidemment, voilà, ils ont expliqué que les moyens de paiement alternatifs, notamment disponibles sous la forme de boutons pointant vers des liens externes, présentent des grands risques, puisqu'en fait Apple n'a pas la main dessus. Alors évidemment, ça fait pas plaisir à Apple, parce qu'ils pourraient pas toucher de pourcentage via ces moyens de paiement alternatifs, mais au-delà de ça, il y a moins de contrôle, un contrôle plus compliqué à avoir, et donc du coup, il y a aussi aucune garantie pour les utilisateurs qu'ils vont recevoir ce pourquoi ils ont effectué l'achat, etc. Bref, et évidemment, ici, Apple tient sa position. C'est pas étonnant. C'est pas un discours très très nouveau. Mais donc voilà, ils ont fait évidemment appel de cet argument. On va voir hein, si l'appel est reçu ou pas. Pour l'instant, on n'a pas encore d'informations. Mais ça pourrait du coup faire traîner en longueur le litige évidemment entre Epic Games et Apple. Parce que les deux parties ici ont donc évidemment fait appel de la première décision du tribunal. Florian nous dit t'en fais pas, chez nous les cadeaux de Noël c'est terminé en septembre, parfois on complète vite fait au Black Friday. Bah dis donc Florian, impressionné, hein, tu fais partie de ces personnes qui prévoient vachement à l'avance. Donc voilà, en tout cas pour la petite... la petite histoire Epic Games Apple, en tout cas sachez que ce n'est pas terminé malgré ce qu'on aurait pu considérer comme une belle victoire pour Apple de son côté hein, quand même, quand on y pense.
Donc à voir. Je suis assez curieuse de voir. Je pense que la position d'Apple, je sais pas ce que vous en pensez vous dans la chatroom, mais la position d'Apple, je trouve, est de plus en plus difficile à tenir parce qu'on n'est plus à l'époque où Apple était. C'était les débuts des App Store, de ces boutiques d'applications. Ouais, je pense que là aujourd'hui, Apple a réussi, ça c'est un succès, hein, a réussi à construire un business model assez solide sur ce système d'App Store, à créer un environnement plutôt sécurisé, puisqu'en termes de validation d'application, ils ont des protocoles assez relativement stricts en tout cas, comparé à ce qu'on pourrait voir sur d'autres App Store. Je ne parle pas que d'Android évidemment, hein, il y en a d'autres. Mais du coup, je pense que c'est quand même une situation de moins en moins tenable vis-à-vis de leur monopole. Donc je ne serais pas vraiment étonnée que ça ne dure plus très très longtemps, ce monopole des 30% de frais, même s'il y a dans certaines conditions d'abonnement, etc., il y a 15% au lieu de 30%. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. C'est un très joli radiateur derrière. Vous n'avez pas un budget déco. Écoute, là, c'est vrai que je vous avoue, vous voyez un peu encore les trucs traîner. C'est pas encore très rempli. Là, c'est d'ailleurs, vous voyez la box. On fait de la pub. Non, je plaisante. Hein. On n'est pas rémunéré par Orange. On aimerait bien. Et donc, du coup, là, vous voyez, hein, c'est pas rempli et tout. Le bureau est pas encore super, super décoré. Mais, nouvel élément de déco cette semaine, c'est la lumière, ici, petite lumière là. Donc vous avez le bouquet de fleurs séchées qui est décapité. Mais au-delà du bouquet de fleurs séchées décapitées, vous avez quand même la petite lumière, la petite touche colorée qui fait écho, hein, vous remarquerez, orange ici, hein, avec la petite touche orange que nous avons ici. Voilà, donc c'était le petit moment météo ce matin. Trêve de plaisanterie. On enchaîne cette fois-ci avec un autre sujet français, puisqu'on va parler de cloud souverain. Voilà, enjeu du gouvernement, en tout cas il s'était exprimé sur le sujet, après s'être fait taper sur les doigts en annonçant le partenariat avec Microsoft pour les services publics qui seraient hébergés en tout cas, ou en tout cas qui bénéficieraient de la plateforme de cloud Microsoft, ce qui n'avait absolument pas fait plaisir à certaines personnes. Évidemment, il paraît évident que pour un gouvernement, s'ils avaient une solution technologique à la hauteur des attentes, que ce soit un service français, ils se tourneraient vers un service français, ou même européen, hein, quand même. Mais dans l'absence de services de qualité comparable, ils se sont tournés vers les États-Unis. Alors là, on leur reprochait, a priori, que le choix de Microsoft s'était fait de manière pas très, très, très claire. Est-ce qu'il y avait eu un appel d'offres? Est-ce qu'on avait évalué les autres solutions disponibles sur le marché? C'était pas très très clair. En tout cas, on avait largement pointé du doigt cette précipitation. Ça semblait en tout cas une précipitation d'utiliser Microsoft et le fameux deal qu'ils avaient mis en place. Et donc du coup, le gouvernement avait fait rétropédalage et avait dit non, mais nous on est pour un cloud souverain, pour soutenir soit les entreprises françaises, soit les entreprises européennes, ce qui en soi se tient complètement, hein, de soutenir justement l'économie de l'Europe et de rester indépendant vis-à-vis de d'autres forces politiques mondiales. Mais du coup, ici, mine de rien, on revient encore un petit peu en arrière et au lieu de parler de cloud souverain, on va parler de cloud de confiance. Et pourquoi? C'est dans le cadre de l'annonce du partenariat entre Google et Thales. Voilà, qui a été annoncé le 6 octobre dernier, partenariat stratégique entre les deux entreprises qui ont pour objectif de co-développer au sein d'une nouvelle société ensemble une offre de cloud souverain répondant aux critères du label français Cloud de confiance. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? C'est donc une réponse, hein, c'est une réponse à la demande du gouvernement d'avoir un hébergement, une solution d'hébergement pour les services en ligne des administrations et des structures publiques, où les données doivent être maîtrisées par des entreprises françaises
ou européennes, c'est pour ça qu'on a évidemment l'entreprise Thales ici, afin d'échapper aux lois extraterritoriales américaines comme le Foreign Intelligence Surveillance Act. Donc la fameuse loi qui dit que vous pouvez piocher dans les données et accéder aux données des utilisateurs, même s'ils ne sont pas américains. Et ben ça, c'est quelque chose évidemment contre lequel l'Europe est largement contre, et a raison, voilà, protection des données des Européens, et donc là-dessus, garantir que c'est une société française qui sera responsable de la sécurité des données de ses utilisateurs, ou en tout cas des données qui seront présentes sur ce cloud, pourra rassurer un petit peu. C'est pour ça qu'on parle de cloud de confiance ici. C'est pas entièrement français, puisqu'on va faire appel à des briques logicielles de groupes américains, ici Google, mais ça reste dominé par une société française. A priori, l'entité va démarrer son activité aussitôt qu'en 2022, donc voilà, c'est demain, mine de rien. Elle ouvrira 3 sites de stockage de données en Île-de-France notamment. Et le principe, c'est évidemment d'apporter le meilleur des deux mondes avec chacun des partenaires. Donc d'un côté, on va avoir Google qui va proposer sa riche offre de logiciels en ligne, de l'intelligence artificielle à la gestion de la base de données. Donc vraiment ce qu'ils savent faire, leur cœur de business. Et de l'autre côté, Thales va y aller aussi de son savoir-faire, notamment sa garantie sur la souveraineté des données ici et son expertise sur la cybersécurité, notamment pour la gestion des clés de chiffrement des données. Quelque chose qu'elle fait déjà d'ailleurs pour des fois Google ou ses concurrents comme Amazon ou Microsoft. Donc c'est pas du tout un sujet étranger, en tout cas à Thales. Ce qui est important de garder en tête aussi, et je pense que c'est là où, pour le gouvernement, c'était très, très, très important, Thales détiendra la majorité du capital de la société et exercera un contrôle clair de la gouvernance. En tout cas, c'est ce que nous dit Marc Darmon, le directeur général adjoint de Thales, chargé de l'activité système d'information et de communication sécurisée. Ça suppose donc actionnaire majoritaire au niveau de la société, ça suppose que Google, du coup, devra détenir moins de 33% des parts. Voilà. On n'a pas de détails du tout sur les modalités précises de l'accord, le montant de l'accord et de la collaboration entre Thales et Google, mais voilà, en tout cas, en fonction de ces informations, on peut en déduire certains principes. C'est pas le seul rapprochement, d'ailleurs, qui s'était fait. Dommage de ne pas faire un chou 100% français. Sonzaken, je comprends complètement la déception. Le fait que si on pouvait, on ferait appel à un choix 100% français, mais je pense qu'en effet, il y a deux choses qu'il faut se poser comme question. C'est est-ce que tu veux un cloud français entièrement français, qui est sur une technologie qui n'a pas encore été éprouvée, avec un manque de savoir-faire et potentiellement des failles de sécurité, parce qu'aujourd'hui, a priori, on n'aurait pas un compétiteur disponible dans l'espace européen ou français qui serait à la hauteur des autres compétiteurs et qui pourrait potentiellement mettre à risque les données, ou est-ce que tu vas, dans un premier temps peut-être, il s'agit peut-être que d'un premier temps, on ne sait pas, il y a peut-être d'autres projets en parallèle qui parlent d'un chantier de monter un cloud en France ou en Europe. Et donc dans ce cas, on pourra réévaluer évidemment la situation dans le futur. Mais là, en tout cas, a priori, la décision est qu'ils vont se reposer sur des briques logicielles déjà performantes, qui ont fait leurs preuves, avec le savoir-faire en termes de sécurité, évidemment, de Thales. Donc je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant et ça se tient et je pense qu'il faut éviter de se voiler la face en se disant on va utiliser que des services français si certains ne sont pas encore à la hauteur. Donc ça peut aussi être une vraie opportunité pour des sociétés de se monter sur le secteur. Voilà. En tout cas, c'est pas le seul rapprochement qui s'est fait dernièrement, puisque je vous le rappelle, il y avait déjà eu un rapprochement annoncé en novembre 2020 entre Google et OVH. Voilà, OVH dont on a parlé récemment, puisque Jérôme vous en a parlé hier pour leur introduction en bourse. Donc voilà. Donc c'est pas étonnant. On avait également un rapprochement entre Orange, donc en mai dernier, entre Orange, Capgemini et Microsoft qui se sont alliés pour créer Bleu. Bleu, voilà. Il y a des noms comme ça fonctionne pas. Bleu, voilà, donc ils ont créé Bleu, qui va proposer une version souveraine d'Office 365. Voilà, la fameuse suite bureautique de Microsoft. Donc à voir à quoi ça ressemblera, dans quel contexte, voilà, sûrement pour les services publics, à voir, je sais pas.
En tout cas, c'est pas les premières collaborations qu'ils ont eues et ce sera peut-être pas les dernières. Sonzaken, orange bleu. Ouais. L'avantage pour l'État d'avoir un service cloud créé par Thales, c'est que quand tu es l'État après le cloud, tu le tiens au bout de Thales. Ha ha ha, Florian. Je comprenais pas jusqu'à ce que je lise à haute voix. Ce n'est pas parce que OVH existe qu'ils doivent avoir tous les contrats. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Lorange. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment important de se poser la question, c'est quoi le service le plus adapté dans ce cas-là, quoi. Tout simplement. On continue avec un article qui m'a particulièrement intéressé ce matin. C'est un article proposé par Protocol. Tout simplement, et c'est pas une enquête, c'est pas une critique ou quoi que ce soit, c'est plutôt une question qui pose. Certaines personnes, ils se sont aperçus que certaines personnes utilisaient Discord, la plateforme d'échange communautaire, Discord pour travailler. Voilà. Et la question, c'est pas forcément est-ce que c'est performant, pas performant. Discord n'avait pas été conçu à l'origine pour un outil professionnel. C'était à l'origine une plateforme pour permettre aux gamers d'échanger entre eux lors des sessions de jeu, voilà, et de rester en contact. Maintenant, ça s'est un petit peu étendu hein, depuis notamment, c'était en 2020 où ils étaient passés par une espèce de rebranding et tout un enjeu de transformation de Discord pour s'ouvrir un petit peu au monde un peu plus large et pas rester restreint au monde des gamers seulement. Donc on a quand même une plateforme qui mûrit un petit peu et c'est normal. Mais du coup, ça reste quand même associé à l'univers des gamers. Il y a quand même un ton décontracté avec Discord, beaucoup moins formel que ce qu'on peut voir du côté de Slack et Teams de Microsoft, par exemple. On peut aimer l'un ou l'autre. Hein. Encore une fois, c'est pas une critique. Le positionnement de la marque concernant Discord ou Slack, c'est un choix stratégique. C'est pas pour rien que Slack et Teams ont peut-être un positionnement un peu plus formel, un peu plus sérieux, puisqu'ils s'adressent et ils se sont, il me semble, adressés dès le début au monde de l'entreprise, alors que Discord, eux, ne s'étaient pas lancés sur le sujet et en fait, ils visaient quand même plutôt le secteur des loisirs, des centres d'intérêt, de la détente. Donc du coup, ils ont peut-être un ton un peu plus léger, un peu moins formel, un peu plus décontracté. Voilà. Donc ce qui est tout à fait ce qui se tient complètement. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article se pose la question, mais est-ce que utiliser Discord pour son travail, puisqu'il y a certaines personnes qui se sont aperçues finalement après le confinement qu'ils avaient fait bouger pas mal de leur activité sur Discord, puisqu'il y avait ce besoin de rester en contact avec ses collègues. Ils n'avaient peut-être pas d'outils adaptés hein, avant le confinement, tout simplement. Et donc du coup ils se sont tournés vers Discord. Il y a eu également aussi le bad buzz autour de Zoom, rappelez-vous. Donc c'était un petit peu, rappelez-vous le premier confinement où l'enjeu c'était de trouver un outil de vidéoconférence fiable qui va pas avoir de faille de sécurité, qui va permettre d'échanger avec ses collègues et de permettre un travail efficace. Voilà. Et donc, on était un peu dans cette frénésie où, voilà, chaque semaine, on avait un article sur une plateforme de vidéoconférence qui sortait telle feature pour copier l'un, pour rattraper son retard et compagnie. Alors, évidemment, quand je dis ça, ça vaut aussi bien pour Zoom que pour Google Hangout ou Google Meet, je ne sais jamais la différence entre les deux, que pour les autres. Et donc du coup, ça a été une opportunité à ce moment-là pour Discord. Ils ont récupéré pas mal d'utilisateurs. Alors évidemment, on a eu les gens qui utilisaient Discord déjà dans la sphère personnelle, pour les centres d'intérêt, les amis, la famille, etc. et qui ont naturellement étendu leur usage pour la sphère professionnelle. Ils se sont dit, mais en fait, je connais déjà Discord, je sais déjà comment l'utiliser. Donc en fait, naturellement, ils n'ont pas forcément envie de monter en compétence sur un nouvel outil et ils vont vouloir utiliser Discord pour l'environnement professionnel. Mais du coup, est-ce que c'est approprié et est-ce que ça fonctionne très bien ? Là, on a, en tout cas dans l'article, plusieurs témoignages de personnes qui ont réalisé qu'ils utilisaient Discord, qui se sont dit
que c'était pas forcément tout le temps optimal. Pourquoi pas tout le temps optimal? Tout simplement parce que maintenant ils mélangent. Discord était associé vraiment à un temps de détente et aujourd'hui ils mélangent leur interaction professionnelle et personnelle, ce qui fait que pendant qu'ils jouent à des sessions de jeu et qu'ils se détendent en utilisant Discord, ils vont également recevoir des notifications concernant le travail, ce qui en termes de repos mental et de déconnexion est un petit peu compliqué. Moi je vous avoue qu'une des choses que j'apprécie particulièrement avec Slack, l'utilisation de Slack, c'est que j'utilise uniquement pour le travail, point barre. Et donc quand j'ai fini ma journée de travail, je ferme l'outil, je ne l'ouvre plus et comme ça, je me déconnecte. Or ici, ça serait comme si j'avais envie encore une fois de me faire une session de détente sur un jeu vidéo et hop, du coup, j'ouvre Slack, mais du coup, je vois toutes mes petites bulles rouges de notifications Slack où j'ai tous mes collègues potentiellement, ou pas tous mes collègues, mais je vais voir un petit peu les interactions de travail, ce qui est un petit peu fatigant. Le problème, c'est d'utiliser Discord aux jeux et aux autres situations sociales. Voilà, on mélange les genres. Oui, c'est tout le problème, Manon, tout à fait. Lolo Boursi nous dit on utilise Discord depuis plus d'1 an dans mon IUT, pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait une prononciation bizarre, pour les cours et les échanges entre enseignants et étudiants, et c'est particulièrement efficace, impossible de revenir en arrière. Hyper intéressant. Tu peux nous détailler un petit peu, si tu as le temps et si tu vois un petit peu, qu'est-ce que tu trouves vraiment, tu dis impossible de revenir en arrière? Pourquoi? Comparé à ce que vous aviez avant, qu'est-ce qui a vraiment changé un petit peu la donne concernant votre usage? Florian nous dit, mais tu peux couper tes notifs sur le Discord Pro, faut pas sortir de Polytechnique. Alors, d'après l'article, il n'y a justement pas de gestion intelligente de faire la différence entre les notifications perso et les notifications pro. Là, on n'est pas sur une notion, je veux couper toutes les notifications, hein. On est sur séparer le moment où je me concentre sur mes tâches professionnelles et le moment où je concentre sur mes tâches personnelles. Et c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire que si, moi, sur Slack, j'avais des notifications de mes amis, si je recevais par exemple mes SMS sur Slack, ça serait la foire. En fait, je regarde pas moi mon portable la journée en dehors de mes pauses, et donc du coup j'ai besoin de moments où je suis concentrée. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir la distinction entre les deux moments. Voilà, donc en tout cas, Patrick Béget utilise Slack. Je préfère Discord pour les interactions légères, mais Slack côté pro est très bien. Ouais, après, ce qui est intéressant aussi, et ce qu'ils se disent dans l'article, c'est que généralement, il y a quand même des sentiments relativement tranchés concernant Discord. C'est-à-dire, soit on va avoir des personnes qui sont complètement convaincues par Discord, soit on va avoir des personnes qui sont foncièrement contre. Moi, par exemple, j'ai commencé avec Slack. Et donc évidemment, à chaque changement d'outil, c'est une friction pour moi. Ça veut dire qu'il va falloir que je me forme sur l'outil, c'est pas les mêmes modèles mentaux, la même manière de l'utiliser, etc. Par exemple, l'absence de thread sur Discord jusqu'à cet été, parce que c'est arrivé en juillet 2021, était un non-sens pour moi. Pour moi, c'était très très compliqué, parce qu'en fait, du coup, tous les messages étaient mélangés dans un channel Discord, tout était mélangé. C'était insupportable d'avoir... tu pouvais pas avoir une discussion continue s'il y avait trop de personnes sur le même channel, parce qu'en fait, il n'y avait pas de thread. Donc moi, mais pourquoi je dis ça? Parce que j'étais largement biaisé par mon utilisation de Slack. Je calquais le modèle d'utilisation que j'avais sur Slack sur Discord, parce qu'ils sont quand même relativement similaires, ils n'ont pas exactement les mêmes fonctionnalités, de plus en plus, à savoir que Slack maintenant permet d'avoir ces espèces de rooms audio, hein, d'ailleurs. Donc vous voyez, hein, les uns et les autres s'inspirent, voilà, c'est de la compétition ici où on se tire un peu vers le haut, quoi. Mais voilà, c'est normal. Il y a toujours cette friction que la génération qui avait l'habitude d'un certain outil va avoir une difficulté à transitionner vers un nouvel outil. Donc il y a évidemment ça. Mais ce qui est intéressant aussi,
C'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les jeunes, ou en tout cas la nouvelle génération, est plus familier avec Discord, a plus l'habitude de l'utiliser, et donc plus naturellement, ils vont vouloir garder cet outil, encore une fois, au lieu d'en changer pour un nouvel outil. Et donc potentiellement, plus cette nouvelle génération qui utilise Discord aujourd'hui va vieillir, va rentrer dans le monde du travail, et va vouloir continuer potentiellement à utiliser Discord, potentiellement, c'est une sacrée menace aussi pour Slack. Donc c'est là où je trouve quand même assez intéressant les différentes perspectives qu'on peut avoir et sur les différentes menaces finalement que ça représente pour Slack ou les autres compétiteurs. Il n'y a pas que Slack, encore une fois. Ben voilà, Néo nous dit que lui aussi, il fait cette distinction. Moi, j'utilise Slack au boulot et Discord, c'est que du perso, du loisir. Ouais. Notre Cassim qui nous dit moi j'utilise MSN Messenger pour mes interactions, les whiz me manquent. Ah là là, mais non quoi. Le retour en arrière que tu nous fais, notre Cassim. Ouais, pareil, hein, j'utilisais MSN Messenger, évidemment. Mais ça rajeunit pas tout ça. Official voilà. Donc, après, il y en a qui ont des solutions radicales. Regardez, Official Skeletor nous dit « J'ai jamais utilisé toutes ces applications personnellement. » Donc en fait, vous pouvez aussi ne pas avoir d'interaction sociale. Non, je rigole, évidemment, je titille. Mais du coup, c'est intéressant. Toi, en fait, tu restes sur du SMS ou rencontrer en vrai. Enfin, comment tu interagis avec des personnes qui sont pas forcément dans ta ville ou sur tes centres d'intérêt. Typiquement, une des choses qui a beaucoup aidé, Internet évidemment, hein. Internet a permis, ou les réseaux sociaux ont permis de retrouver des personnes avec des mêmes centres d'intérêt que toi et de te sentir moins isolé. Exemple, les jeux de rôle, quoi. Voilà, il y a des choses comme ça où c'est pas forcément évident de trouver dans son quartier ou dans une ville, en fonction de la taille de la ville, des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Et donc, du coup, ce genre de plateforme, que ce soit réseaux sociaux ou plateformes type Discord et tout, te permettent justement d'échanger avec ces personnes. Et du coup, ça me pose cette question. Donc tu nous dis, toi, WhatsApp et relations physiques. Ouais, voilà. Mais ça marche aussi. WhatsApp, en effet, moi, ça marche pas mal. Ouais, c'est vrai que je l'utilise pas mal. Euh, mais ça reste plus quand même pour... ouais, j'ai des groupes d'amis aussi dedans, mais ce que je vois dans Discord, c'est que tu as vraiment une interaction à un moment donné, quoi. Tu as un peu comme ce qui se passait sur Messenger. C'est-à-dire que WhatsApp, c'est plutôt en asynchrone, où genre j'envoie un message, mais je reste pas sur WhatsApp, je fais autre chose en attendant. C'est plus comme des SMS finalement, j'attends pas de discuter en live. Alors que MSN Messenger, oui, c'était tout le but. Genre, je passais des soirées à discuter sur Messenger, ce que je retrouve plus facilement sur Discord et Slack. Voilà. C'est pour ça que je vois un peu une différence. Mais après, c'est peut-être un mode d'interaction qui, toi, te convient pas aussi. Hein. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur sur quels modes d'interaction sont les plus intéressants. Du tout. Je suis journaliste dans les sports mécaniques et les équipes ont souvent des groupes WhatsApp pour communiquer avec les journalistes. Ok. Ouais, mais voilà, encore une fois, c'est en one shot. Je pense que là, WhatsApp peut être intéressant parce que le principe, c'est pas d'avoir des discussions toute la journée, quoi. Et en synchrone. Super Chinoise nous dit, pour moi, Discord égale forum. Ah, intéressant. Oui, oui, c'est vrai. Discord fait plus forum. Il y a les salons audio aussi, ouais, tout à fait. Il y en a qui nous disent qu'il faut fuir les outils Facebook. Par contre, voilà, après, voilà, il y a évidemment le look and feel hein, qui rentre en jeu. Il y en a qui n'aiment pas trop le look de WhatsApp, qui préfèrent Messenger et compagnie. Mais bon, voilà, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'on n'est pas sur, évidemment, un avis tranché de Discord. Est-ce que ça devrait être un outil utilisé pour le travail ou pas? On est sur le constat d'aujourd'hui que Discord n'avait pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, l'ambition publique d'être utilisé pour
un usage professionnel en tout cas. Ils avaient un positionnement relativement clair, ce qui leur permettait aussi de se démarquer de la compétition comme Slack et Teams. Hein. Ils pouvaient se protéger entre guillemets en disant ah non mais nous on vise pas les entreprises, hein. On n'est pas un outil professionnel. Nous on est là pour les centres d'intérêt, les hobbies, etc. Donc c'était aussi intéressant en termes de positionnement marketing et de proposition de valeur. Mais finalement, avec cette nouvelle génération qui utilise Discord, qui l'a adopté largement, qui se repose dessus, ça serait intéressant de voir si c'est quelque chose qui tient jusqu'à l'arrivée dans le monde du travail. Et est-ce que cette nouvelle génération arrivera à faire bouger finalement les outils utilisés en entreprise pour aller vers Discord ? Et potentiellement, ça sera intéressant à ce moment-là que Discord amorce encore une fois une évolution de la marque pour s'adapter aux besoins de sa communauté d'utilisateurs. À voir, si ça aligne avec ses ambitions stratégiques évidemment. Mais je trouve ça assez intéressant. Voilà, c'est stay tuned, prochain épisode. Est-ce que Discord va dépasser Slack ? Vous tiendra évidemment au courant si on a des nouveautés là-dessus. Quid de la TeamSpeak ? Je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Aunchi Oshova, réaction de vieux con. Les jeunes ne comprennent pas encore la nécessité de séparer le pro et le perso. Aunchi Oshova, je pense en plus, c'est une réflexion qui voilà, rigolote, mais qui a aussi du vrai. Parce qu'en fait, ce que tu recherches dans le monde du travail, quand tu fais ton premier boulot, ou quand ça fait 10, 15 ans, 20 ans que tu travailles, c'est absolument pas la même chose. Je pense que, rappelez-vous votre premier taf. Voilà, moi je me rappelle très très bien. Là, j'étais assoiffée quoi, de boulot, de connexion, etc. Ma vie, c'était mon travail, quoi. En plus, mon premier boulot, il se trouve qu'ils avaient embauché tout un groupe de web designers, parce qu'à l'époque, c'était web designer, et on était je crois qu'on était à peu près arrivé à 6 personnes à ce poste-là, avec des profils super variés. Et donc, en fait, on a créé une équipe super soudée. Et en fait, on mêlait l'amitié avec le boulot, quoi. Enfin, voilà, il y a vraiment cet enjeu où tu te construis ton réseau social aussi avec tes premières expériences professionnelles. Et puis plus ça va, plus tu changes de boulot, etc., plus finalement tu relativises, tu t'investis peut-être un peu moins dans les relations personnelles avec tes collègues, pour le meilleur ou pour le pire. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Tu relativises un peu plus le boulot, parce qu'en fait, tu n'as plus ce besoin critique de connexion et d'échange. Tu as déjà ton tissu social qui est un peu plus établi, un peu plus solide. Et voilà. Et donc, du coup, encore une fois, c'est un peu ce que tu disais, Aunchi Oshova. C'est-à-dire que tu démarres ta carrière, en effet, finalement... les lignes sont un peu floues entre la limite travail, perso, etc. Et plus tu vieillis, et en fait, plus tu vas vouloir différencier les deux pour te concentrer, pour faire moins de choses en même temps, pour libérer de l'esprit, etc. Donc, à voir lequel va gagner, la nouvelle génération ou pas. FR Jess nous avait dit qu'elle avait essayé de lancer le truc avec ses collègues, mais ça n'a pas pris. Il y a une raison spécifique pourquoi ça n'a pas pris ? Oh là là, mais Florian, les jeunes générations doivent avant tout résoudre leurs problèmes de comportement avant d'en arriver à séparer le pro du perso. Je pense que toutes les générations disent ça, des générations plus récentes. Je suis monteur et en télétravail, j'utilise Discord avec mon entreprise. Pourtant, il y a des quarantenaires, etc. Mais on trouve ça plus pratique que Teams. Et pourquoi, Florian ? Ça m'intéresse. En tant que vieux con, c'est super simple de séparer pro et perso sur Discord. Je lis un petit peu vos commentaires. Le tutoriel, une équipe super soudée, vous allez aux toilettes en même temps. C'est quoi ce commentaire ? Tu crois que les gens qui sont sur Discord, ils vont aux toilettes en même temps ? Enfin, c'est quoi ce commentaire complètement gratuit ?
Perso, j'ai toujours dit que les emails au boulot, c'est une plaie. Des outils collaboratifs existent pour faire des échanges, mais tellement d'incompréhension. Ouais, Arbar, je pense qu'il y a plusieurs problèmes aussi. C'est qu'en fait, toutes les communications sont pas forcément adaptées à ces plateformes-là. Moi, par exemple, euh, à mon travail, en tout cas chez Alan, on utilise Slack pour de la communication ponctuelle, de l'alignement ponctuel ou des clarifications quand il y a besoin, ou de la communication générale d'annonces, voilà. Mais on l'utilise pas pour le travail pur et dur. C'est-à-dire quand il y a des grosses prises de décision, des explorations de problèmes, etc. On n'utilise pas parce qu'en fait Slack c'est un flux d'informations et en fait chaque information enterre la précédente parce qu'en fait ça disparaît au fur et à mesure. Donc en fait c'est pas très très productif comme outil. C'est bien pour la collaboration et la communication ponctuelle, mais en tout cas, moi, j'arrive pas du tout à l'utiliser pour du travail de fond, quoi. Donc, on a d'autres outils pour ça. Donc il y a ça aussi, tu vois, l'intérêt aussi, le risque avec ces outils comme Slack, etc., c'est qu'en fait, tu passes ta journée dessus sans avoir rien produit d'impactant finalement sur tes propres objectifs. Parce qu'en fait, tu passes ton temps à lire ce que les autres écrivent, à répondre, etc. Alors qu'en fait, à un moment donné, il faut faire la part de choses entre est-ce que c'est vraiment urgent ou est-ce que je peux vraiment passer genre 2-3 heures à avancer sur tel sujet qui aura plus de valeur pour la boîte que si je réponds aux commentaires de machin. Voilà. Donc il faut aussi être très strict en termes de priorité, c'est pas toujours évident. Voilà. Quand j'imagine des gens soudés, je les imagine biologiquement soudés. Tout va bien le petit oeil. Maintenant j'ai les images que j'aurais pas voulu avoir. Tout à fait d'accord, mais les gens attendent une réponse rapide à leur email. Et je pense qu'en effet, un grand problème de communication, c'est de ne pas gérer les attentes des gens. Si tu communiques clairement sur quand est-ce qu'ils peuvent attendre une réponse, ça simplifie et fluidifie pas mal d'échanges, généralement. Par exemple, moi, ce que je dis quand je reviens de vacances, c'est alors je ne vais rattraper aucune des notifications sur Slack. Parce que c'est pas la peine de me dire oh, Marion, t'as raté ça, je ne les rattraperai pas. Donc tout ce qui est urgent, etc., mettez-les-moi en thread et en fonction, je vous proposerai une priorisation, quoi. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est les emails qui n'ont pas été traités ou les notifications qui n'ont pas été traitées dans la semaine d'avant, bah, ils ont trouvé une autre manière d'avancer sur le sujet parce que tu espères quand même que tes collègues ne restent pas bloqués si tu n'es pas là, quoi. Voilà, sinon, c'est qu'il y a peut-être un problème en termes d'organisation. Donc, tu vois, voilà, il y a aussi une notion de établir des attentes raisonnables sur quand est-ce que tu vas répondre et tout. Mais si, en effet, tu communiques pas sur le sujet, les gens vont pas savoir, vont se poser des questions et vont te mettre la pression. Enfin voilà sur le sujet, en tout cas Discord, je trouvais l'article particulièrement intéressant. On termine avec les deux petites news, en tout cas tech. C'est le nouveau défi TikTok qui circule en tout cas sur la plateforme. C'est le Lug Nut Challenge. Voilà, alors qu'est-ce que c'est encore ce défi Est-ce qu'il y en a qui connaissent dans la chatroom ou est-ce que vous en avez entendu parler ou pas Le Lug Nut Challenge. En fait, il s'agit encore une fois d'un challenge très intelligent où on va inciter des personnes à déboulonner les roues des voitures au hasard avant de filmer ce qui se passe ensuite, évidemment, parce que mettre en danger la vie d'autrui, c'est hilarant. Et interdit par la loi aussi, hein. Juste petite précision. Voilà, donc du coup, encore une fois, évidemment, c'est largement dangereux de déboulonner des roues de voitures au hasard. Punaise les cons, nous dit Manon. Je pense que c'est bien lancé. Donc je vois par vos réactions là dans la chatroom que vous êtes assez surpris. Moi j'étais très surprise aussi hein, en lisant ça. C'est du grand n'importe quoi. Oui, voilà. Bon, bah on est assez d'accord. Hein, donc je vais pas faire de sondage. Hein, je pense que là, ça serait une défaite foudroyante pour TikTok.
C'est pas un truc qui a dû être fait une ou deux fois, pas plus, non? Écoute, d'abord, j'avoue, j'ai regardé un petit peu sur TikTok. J'ai pas trouvé énormément de change relevés sur ce principe-là. J'ai envie de te dire tant mieux. Je pense aussi peut-être que TikTok essaye de sévir un petit peu et de les enlever de sa plateforme pour éviter justement d'inciter plus de personnes à faire un effet de traîner de poudre en fait et de répandre finalement ce challenge qui est vraiment dangereux. Voilà, c'est pas le premier qui est dangereux. Quand il y avait celui où le Tide Pod Challenge où il fallait garder le plus longtemps possible une dose de lessive dans la bouche qui a donné des résultats d'intoxication, etc. Voilà, c'est pas le premier qui met en danger la vie d'autrui, mais voilà, donc sachez-le, faites attention et surtout ne communiquez pas ou ne partagez pas ou n'encouragez pas évidemment la reproduction de ce type de challenge et signalez si vous voyez des vidéos sur le sujet. En tout cas, c'est vrai que on peut se demander pourquoi ce type de challenge a l'air de pulluler un petit peu sur TikTok. Je pense qu'il y a l'effet même de l'outil TikTok qui est très favorable à ce genre de challenge qui est en vidéo, vertical, donc facile à filmer, tu peux le monter, etc. C'est quand même largement utilisé aussi auprès des ados. Et en fait, tu as toujours un peu envie de t'encourager à pousser un peu tes limites. Sauf que vraiment, il y a certaines limites... tu la prends à tes dépens ou aux dépens des autres. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc voilà, je ne vais pas vraiment m'étendre sur le sujet, mais vous êtes au courant, faites attention et n'hésitez pas à signaler s'il y a des choses que vous voyez sur le sujet. Voilà. Et puis la dernière petite brève que je voulais mentionner, c'est Twitter qui donne plus d'outils encore une fois pour peut-être dans une tentative d'assainir un petit peu le réseau social, évidemment Twitter, c'est de permettre à tout un chacun d'enlever des followers de son compte. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait d'enlever des followers de son compte? Tout simplement, ça veut dire que cette personne ne verra plus dans son fil d'actualité vos tweets. Voilà. Donc tout simplement, si vous avez un troll qui réagit à chacun de vos tweets pour vous descendre, vous pourrir la vie, etc., c'est qu'en fait cette personne vous suit, mais vous suit juste pour se pourrir la vie. C'est-à-dire qu'elle va passer son temps à s'énerver sur vous ou à vous pourrir la vie également, etc. Ce qui n'est pas vraiment constructif ou positif. Et donc dans ce cas-là, tout simplement devenir invisible à ses yeux, et c'est-à-dire faire en sorte qu'elle ne vous suive plus sans qu'elle le sache, peut aussi vraiment simplifier un petit peu les discussions. Alors le problème évidemment c'est que c'est une action qui est à l'initiative de l'utilisateur qui est ciblée par ces mauvaises actions, c'est-à-dire c'est la victime qui doit agir au lieu de la personne qui devrait être réprimée ou réprimandée qui est punie, mais au moins ça donne quand même des outils pour agir et se protéger. Voilà, on peut le voir aussi comme ça. Mais là, ouais, exactement, ils ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils ne sont pas notifiés si tu les fais te unfollow. Donc c'est le grand intérêt, c'est qu'ils ne vont pas réagir, quoi. Voilà la différence. Alors que bloquer va notifier, en fait. Donc ça fait un peu attaque, bloquer, tu vois. Genre... Donc je pense que là, ça peut éviter que ça... Et le fait de bloquer aussi, c'est que ça va encourager à communiquer sur la plateforme en disant «Ah, un tel m'a bloqué, etc.» Et donc tu vas avoir les amis de un tel qui va aller ensuite harceler l'autre personne. Donc voilà, tu vois, c'est encore une fois, c'est l'aspect silencieux et assez critique ici. Tant qu'il ne crée pas un nouveau profil, tout à fait, le lilol. Après, tu sais, voilà, il n'y a aucune méthode qui est parfaite, hein. Voilà en tout cas pour la dernière news tech de ce matin. Voilà. Et puis maintenant, c'est le moment de parler et de remercier nos sponsors, tout simplement. On va commencer par mon petit placement qu'on remercie. Alors, vous le savez, hein, mon petit placement, ça fait quelques semaines qu'on en parle. C'est une plateforme qui propose des produits financiers. Alors, nous, notre rôle Naotech ici, on vous présente la plateforme en tant que solution technique pour vos placements, mais on n'est pas là pour vous donner des conseils d'investissement. On n'est pas qualifié et c'est pas notre rôle, tout simplement. Donc, vous demeurez évidemment entièrement maître et responsable de vos décisions.
décisions d'investissement et de gestion. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil ou une plateforme qui vous propose des placements simplifiés avec des sommes accessibles puisque c'est à partir de 300 euros. En plus, vous avez une sélection de produits financiers. Donc, vous n'allez pas vous retrouver au milieu de milliers et de milliers de produits financiers. Vous allez avoir une sélection faite par Mon Petit Placement. Et surtout, je pense que vraiment la valeur ajoutée, c'est les experts qui sont joignables par téléphone, mail ou chat. C'est pas des bots, c'est de vraies personnes ici qui vont pouvoir vous conseiller en fonction de votre profil. Et si vous êtes plutôt débutant, expert, si vous voulez plutôt un placement risqué, donc évidemment plus de chances de perdre ou plus de chances de gagner, ou des placements plutôt sûrs, avec peut-être moins de croissance rapide, mais là vous avez moins de risque de perdre votre argent, votre investissement. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Je pense que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous pouvez choisir d'investir en fonction de vos valeurs à vous, notamment sur le climat, l'égalité, la santé, la tech, etc. Et ça, je trouve ça vraiment assez malin, parce que du coup, on est quand même plus motivé de suivre un petit peu l'évolution du marché ou des sociétés quand elles sont alignées avec des valeurs qui nous tiennent à cœur, que quand on investit sur des sociétés ou des valeurs lambda qu'on connaît pas trop. Donc là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça peut donner envie de s'intéresser à ces boîtes, à ce marché, etc. Donc je trouve ça assez malin de leur part. Donc merci à Mon Petit Placement de nous soutenir. Et puis on va parler aussi d'un autre sponsor aujourd'hui, puisqu'on va parler de Bitdefender. Et oui, donc on remercie Bitdefender et spécifiquement leur produit Bitdefender Total Security qui va vous permettre de protéger tous vos appareils Android, iOS, macOS ou encore Windows de manière centralisée. Donc un produit pour tout sécuriser, ça simplifie un petit peu l'approche, plus trop de prise de tête ici. Et donc vous pouvez l'utiliser et l'installer jusqu'à 5 appareils, ce qui est quand même pas mal et moins restrictif que ce qu'on peut trouver dans d'autres services, par exemple, comme Dropbox. Mais donc vous pouvez utiliser, comme pour Mon Petit Placement d'ailleurs, hein, vous pouvez utiliser le lien si vous voulez plus d'informations. Nous, en tout cas, on remercie évidemment Bitdefender de nous permettre de vous offrir ce live en toute indépendance. Voilà pour nos sponsors. Un grand merci à eux. Et voilà, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour vous renseigner. Et là-dessus, je vous propose de passer tranquillement à la tartine. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Mais avant de se quitter, je voulais quand même vous parler d'un show qui m'a beaucoup plu. Ça a été un gros coup de cœur de cet été. On a binge-watché littéralement les épisodes avec Jérôme. On les a regardés vraiment... Alors, on n'a pas regardé tout en un jour, mais je pense qu'on s'est fait la série en 3 jours max. Donc, c'est pour vous dire. Alors, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Donc, c'est quoi la série? Déjà, je vais vous présenter un petit peu de quoi on parle. Alors attendez, si vous voyez pas le joli visuel, c'est pas très sympa. Voilà. Donc on va parler ce matin du show Watch the Sound with Mark Ronson. Alors, ouais, vous avez le petit trailer, etc. Vous voyez Paul McCartney, vous voyez Tame Impala, Dave Grohl, etc. Voilà, donc il s'agit de peu d'épisodes. Hein. Il y a attendez, 6 épisodes je crois, mais... Hop. Ouais, c'est ça. Il y a 6 épisodes au total, donc vous voyez, ça part très vite. C'est pour ça que quand je vous dis en 3 jours, c'était pas une blague finalement. Au rythme de 2 épisodes par jour, c'est vite consommé. Et donc, tout simplement, de quoi on va parler? Donc, comme je vous disais, le principe de la série, c'est vraiment d'aborder les avancées technologiques ou des innovations technologiques qui vont perturber, bousculer la création musicale. Donc ici, vous voyez que chaque épisode est centré sur une technologie spécifique. Donc on a l'autotune, le sampling, la réverbération, le synthé, la boîte à rythme et la distorsion. Et donc je sais pas pour vous, ça vous paraît peut-être... vous y connaissez peut-être un petit peu. Pour moi, ça paraissait un petit peu abstrait. C'est-à-dire que j'étais incapable de vous dire
l'autotune, de la réverbération, exactement c'est quoi la différence, quand est-ce que ça a apparu, d'où ça vient, etc. Alors après, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais bon, je me dis en tant que fan de tech, généralement on a tendance quand même à être curieux, à être excité par les innovations et à s'intéresser à comment ces innovations technologiques vont générer de la création finalement et vont nous permettre d'ouvrir le champ des possibles. Et moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment et je trouvais cette série excellente dans la mesure où elle vous permet d'allier à la fois, ou en tout cas moi, elle m'a permis d'allier ma curiosité, ma capacité d'apprendre avec la musique. Puisque durant chaque épisode, on va avoir Mark Ronson qui est un peu le fil conducteur, hein, le host un petit peu de l'émission, qui va aller à la rencontre de différents artistes, essayer de comprendre d'où ça vient, comment ça s'est lancé, comment c'est utilisé, comment ça a été détourné par les artistes, à quelle fin, et à quel mouvement de musique ça a donné naissance des fois dans certains cas. Et je trouvais ça vraiment, vraiment passionnant. C'est bien foutu, c'est divertissant, c'est pas trop technique, donc c'est vraiment accessible. Vous voyez, je suis pas ingénieur du son, et du coup, j'ai été capable de suivre et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant. Alors après, évidemment, Mark Ronson, pourquoi c'est tout à fait pertinent que ce soit lui qui hoste la série, c'est qu'en fait, le mec, c'est un bidouilleur, quoi. Voilà, il a un passé, il a déjà grandi dans le son, il a toujours bidouillé et expérimenté la musique avec l'ordinateur, il joue des instruments, etc. Et donc il a fait de nombreuses collaborations. J'imagine même pas un petit peu la taille de son réseau en termes de connexion dans le monde de la musique. Voilà, c'est une figure quand même reconnue, ultra reconnue. Et donc du coup, c'était assez logique qu'il aille du coup à la rencontre des personnes avec qui il a échangé, avec qui il a collaboré pour travailler là-dessus. Donc on va évidemment aussi parler d'Amy Winehouse pour notamment la réverbération, parce que c'est avec son expérience avec elle qu'il a découvert cet aspect-là. Donc voilà, il y a vraiment des choses très très intéressantes. Voilà, j'ai trouvé vraiment le show hyper efficace et j'aimerais trop qu'il y ait une suite. Tout simplement. Donc je vous encourage. Et puis à la fin de chaque, à chaque épisode, il y a même Mark Ronson qui s'amuse avec l'artiste et les artistes avec lesquels qu'il a interviewé et avec lesquels il a collaboré durant l'épisode, qui vont s'amuser à faire une petite création sonore. Donc en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on aurait même attendu qui est genre une playlist qui sorte à la fin du show pour pouvoir écouter un peu les titres qu'il a fait avec les différents artistes. Donc c'est pour vous dire un petit peu jusqu'où il va et je trouve ça assez chouette. Petite anecdote, la semaine dernière je vous ai parlé de King Princess, voilà, parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour son premier album qui est paru sur le label de Mark Ronson, et donc on la voit justement dans la série, hein, on voit Mark Ronson et King Princess s'amuser et discuter justement d'une des avancées technologiques en musique. Il y a Jason Tefaora qui nous dit: je suis ingénieur du son de profession et je valide clairement Watch the Sound, accessible même pour les casuals. Ouais, complètement. Et du coup, toi, justement, tu t'y connais puisque c'est ton boulot. Est-ce que tu as trouvé la qualité des informations qui étaient données dans la série de bonne qualité, ou tu as trouvé que c'était pas tout à fait exact ou pas très respectueux de l'histoire de la musique, ou est-ce que tu as un avis là-dessus? Ça m'intéresse en tant que professionnel. Parce que moi, à la rigueur, je peux te dire... voilà, j'y connais rien en histoire de la musique. On me dirait que la réverbération, ça vient d'une boîte je sais pas, de conserve. Je serais pas capable de dire c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi. La qualité est 100% legit. Mark Ronson, c'est un grand dans le métier. Ouais, exactement, ouais. Bon, bah cool. Merci d'avoir validé en tout cas la véracité et la qualité de l'information. La série s'appelle Watch the Sound, en 6 épisodes. Et c'est dispo sur Apple TV+, produit par Apple du coup, et vraiment gros coup de cœur sur cette série si vous êtes un peu curieux et que vous aimez la musique, et même si c'est pas votre style de musique, parce que à travers cette série on passe sur des styles vraiment différents. C'est ça aussi qui est vraiment génial. On aborde vraiment différents styles.
Et vraiment, allez-y, ouvrez vos chakras, ouvrez vos oreilles et absorbez. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Série documentaire. C'est plus un documentaire, ouais. Guro, c'est plus un documentaire et c'est plus une anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode va aborder une avancée technologique qui a chamboulé la musique, mais il n'y a pas d'histoire, entre guillemets. Et il n'y a pas une suite logique évidente. Voilà, voilà. Donc vraiment, gros coup de cœur, je vous la remontre un petit peu. Alors évidemment, hein, c'est aussi une promo pour le dernier album de Mark Ronson. Hein, voilà. Donc vous avez des scènes où vous le voyez évidemment sur scène. Il y a un moment où il va suivre une personne qui, pour rôle, est de récupérer la plus belle réverb ou la plus longue réverb du monde. Donc c'est assez fascinant, quoi. Enfin voilà, il y a vraiment des espèces de passionnés un peu fous qui nous donnent accès à des sons qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'écouter auparavant. Donc ça, rien que pour ça, je trouve ça fabuleux. Bon, je suis un peu dithyrambique, mais bon, j'adore Mark Ronson. J'aime pas tout ce qu'il fait, pour être honnête. J'aime pas tout ce qu'il fait, mais il a un don pour travailler le son qui est quand même assez remarquable. Et même si on n'aime pas et qu'on trouve ça trop commercial, etc., je pense déjà ça dépend aussi beaucoup des titres, mais c'est vraiment un passionné et un nerd de la musique. Et je trouve ça excellent. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que j'ai réussi à vous donner envie. Donnez-moi des nouvelles, encore une fois, sur le Discord, sur Twitter. Donnez-moi des nouvelles et si ça vous a plu ou pas, et si vous avez appris quelque chose ou pas. Et pour la fin de l'émission, petit cadeau, puisque du coup j'ai entendu une griffe gratter le, le tapis. Voilà, un petit Mozza en prime qui a déjà gagné presque 5 cm depuis qu'on l'a eu. Voilà, mais là il a envie de jouer là. Là il a... Hein, t'as envie de jouer? Voilà, c'était le petit moment chat. En attendant, je n'offre pas le chat, hors de question. Le chat reste avec nous. On fait que gagner des smartphones ou des produits tech, hein. On fait pas gagner des chats, non? Sur ce, je vous souhaite une excellente, excellente journée. On va regarder où est-ce qu'on peut faire peut-être un petit raid avant de se quitter. Hop, hop, hop. Qui est-ce qu'il y a en live actuellement? Eh ben, on va continuer avec Pépipin. Hop, petite session de dessin. Et sur ce, très bonne journée à tous. Rendez-vous demain matin avec Jérôme. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.